bienvenue tout le monde. Merci d'être venu pour assister à cette conférence qui sera donnée donc par Madame Shirley Sarna. Madame Shirley Sarna est agente d'éducation à la Commission des droits de la personne, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation et ex-directrice de l'éducation à la Fondation canadienne des droits de la personne. La conférence aujourd'hui a pour titre le phénomène de la discrimination raciale et ses conséquences sur la société ainsi que sur les immigrants issus de la communauté arabo-musulmane. Donc on donnera bien sûr tout le temps à Madame Sarna pour présenter sa conférence. Juste pour les questions à la fin de la conférence, si vous voulez vous présenter ici, parce que comme vous le savez, comme on a l'habitude de le faire, la conférence est aussi diffusée sur les fréquences Internet de CCR Radio. Et donc, pour permettre à tous les auditeurs qui suivent la conférence avec nous d'entendre et d'écouter vos questions aussi, donc ce serait bien de passer ici en avant et de parler dans ce micro-là. Donc, sans plus tarder, je cède le micro à Madame Shirley Sarna, qui est notre conférencière aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Ce soir, la présentation va être interactive. Alors, pour une partie, c'est moi qui va parler et pour une grande partie, c'est nous qui allons parler ensemble. Alors, pour commencer, j'aimerais vous distribuer un petit papier secret que vous allez lire sans le montrer à personne d'autre. Ça va? Je vous ai dit que c'est un peu différent. Tout le monde, pouvez-vous vous lever et dire bonjour à tout le monde en suivant les indications? Alors, levez-vous. Allez-y. C'est quoi votre... Pour moi, c'est hey, 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 hey. Voilà, c'est ça, c'est le mot secret pour. C'est hey. Juste pour expliquer donc aux gens qui nous écoutent et qui ne m'entendent pas tous, parce que Madame Sarna a distribué donc des petits mots sur des papiers, ces petits mots-là sur lesquels était écrit « Dites bonjour à quelqu'un » en disant, et chacun avait une façon de le dire, comme moi par exemple, c'était juste « et », puis d'autres, on les invitait bien sûr à s'embrasser, d'autres à dire bonjour, etc. Alors, qui avait à serrer la main? Qui devait serrer la main? Comment avez-vous trouvé ça? Personnellement, j'ai trouvé ça comme une habitude. C'est une habitude, c'est normal. Oui. Qui a serré la main avec monsieur? Et c'était comment? C'est un geste de tous les jours. D'accord. Qui devait enlacer quelqu'un? Et comment avez-vous trouvé ça? Vous l'avez pas fait. Mais avec une femme. C'est plus confortable? C'est plus naturel avec une femme qu'avec un homme. C'est ça? Qui devait joindre les mains ensemble dans une position de prière? Puis vous l'avez fait. Faites-vous ça d'habitude? Non. Jamais. Connaissez-vous quelqu'un qui le fait? Non. Oui. Mais dans la société en général, au travail, au supermarché, dans le quartier, personne. C'est les bouddhistes, c'est le Dalai Lama qui fait ça. D'accord. Qui devait donner 2 becs? C'est une habitude, c'est très Montréal. On le fait souvent à Montréal. C'est très arabe, oui. C'est très... Mais à Montréal, on est connu pour 1, 2 fois.
Oui, 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 je vous dis oui. Oui, oui. Et qui avait autre chose? Qui devait dire « Hey » Je suis là. Moi. L'avez-vous fait? Ouais, je l'ai fait. Et c'était comment? Un peu bizarre? Moi, j'ai trouvé ça... Non, moi, j'ai trouvé ça impoli. Impoli. Étiez-vous récemment dans une école secondaire? Non? Ben, préparez-vous parce que c'est hey, c'est hey. C'est comme ça qu'on dit bonjour. Souvent, les jeunes font ça. Les jeunes de toute origine disent hey. C'est comme ça. Qui avait autre chose? Une révérence, vous ne le faites pas. Connaissez-vous des gens qui le font? Plus à ma connaissance, avant peut-être. OK. Mais à Montréal, est-ce qu'il y a des gens qui font bonjour, comme ça? Ça, c'est pas une révérence. Bon. La révérence, elle est un peu plus basse. Oh. Si on parle de révérence, de vraie révérence, c'est Oui. C'est la chinoise. Oh. OK. OK. Madame? À la japonaise, oui. Madame? OK. Savez-vous que toutes ces salutations-là, on les retrouve ici, à Montréal, au Québec, au Canada, parce que nous vivons dans une société pluraliste, une société multiculturelle, une société multiethnique. Et si on essaie de vous expliquer autrement, c'est faux. Nous sommes une société de plusieurs origines, de plusieurs ethnies et de plusieurs religions. Alors, vous allez trouver toutes ces salutations. Ou bien, notre attitude peut être, c'est quoi cette affaire-là? Vous êtes ici maintenant, vous devez vous assimiler à notre société, qui sera peut-être une réaction d'intolérance, une réaction de refus, une réaction de rejet. Ou bien, vous pouvez dire, ah bon, je ne comprends pas exactement ce que ça voudrait dire, mais tout ce que je veux vous dire, c'est bonjour et je suis content de vous connaître. Ce qui sera une réaction d'ouverture, une réaction de tolérance, une réaction d'amitié. Nous avons le choix. Ou bien on peut être une société d'intolérance, une société qui refuse la différence, parce que chaque personne est différente, ou bien on peut être une société d'ouverture, une société qui accepte la différence. Et c'est ça, une des valeurs des droits de la personne. Et si vous oubliez tout ce qu'on discute ce soir, j'espère que ça va être ça qui reste. Qu'on est une société, qu'on doit être une société basée, fondée sur les valeurs des droits de la personne. Alors, vous voyez que j'ai mis des affiches, des petites affiches sur les murs. Ici, j'ai mis absolument d'accord. Ça veut dire que vous êtes 100% d'accord avec ce que je vais vous dire. Absolument, entièrement d'accord. C'est peut-être impossible, mais on va essayer. Ici, j'ai mis absolument en désaccord, ce qui veut dire que vous êtes 0% d'accord avec ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas du tout d'accord. La femme, elle est folle. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Et ici, j'ai mis pas certain. Et c'est une réponse qui est tout à fait correcte. Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas, j'ai pas tous les éléments. Je ne peux pas me prononcer. C'est correct de ne pas être certain. Alors, je vais vous donner un énoncé en ce qui concerne les droits de la personne. Vous allez me dire si vous êtes absolument d'accord, absolument en désaccord ou pas certain. Mais au lieu de me le dire verbalement, vous allez vous déplacer vers la réponse. Je sais que les gens ont fini toute une journée de travail. Vous avez probablement faim, mais je vais vous faire bouger un petit peu.
Alors, ben, on va essayer. Premier énoncé. Chaque personne est libre et égale. Chaque personne est libre et égale. Êtes-vous absolument d'accord, absolument en désaccord, pas certain? Allez-y. Je crois qu'il va y avoir Absolument d'accord. C'est correct. Vous restez là. Parce que vous devez vous expliquer maintenant. Tout le monde va vers absolument d'accord. C'est des gens qui rêvent en couleur ici. Alors, c'est votre... Je sais, je l'ai fait ambigu, exprès. Je fais ça exprès. Alors, je vois que la grande majorité se sont déplacés vers absolument d'accord. Vous rêvez, vous êtes des idéalistes. Vous pensez que chaque personne est libre et égale? Expliquez-vous. Difficile. Je pense qu'il y a une liberté par rapport au droit, par rapport à une liberté et égalité par rapport au travail, par exemple, par rapport au logement, etc. C'est mon point de vue. On est tous liés par rapport à ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'il parle pour vous? Lorsqu'il dit au niveau du travail et tout, je suis pas d'accord avec lui. On est tous des êtres humains, on est nés de la même manière. Dieu il nous a mis tous à terre, je veux dire. Et en ce qui concerne la réalité aujourd'hui, c'est pas pareil du tout. On voit un grand décalage entre l'humanité, la différence de couleur, la différence de religion et tout. Ça crée beaucoup de tensions juste à cause de cette différence. Merci. Alors, vous dites qu'on est libre et égal en principe, mais en réalité, c'est une autre histoire. OK. Deuxième énoncé. Une bonne façon de combattre le racisme, c'est de l'ignorer. Une bonne façon de combattre le racisme, c'est de l'ignorer. OK. Qui dit absolument en désaccord? Pourquoi? Je pense que les problèmes ne se règlent pas en les ignorant. Il faut au contraire les affronter et tout faire pour trouver d'où vient le problème et puis de là avoir les solutions. Le métaphore est intéressant comme maladie parce que ça peut commencer par une insulte raciale dont on ignore, on fait rien. Alors je me sens un peu plus forte maintenant parce que vous n'avez rien fait. Alors la deuxième fois, je vais vous bousculer. Vous faites rien. C'est formidable. Alors la troisième fois, j'arrive avec mes amis et on vous attaque parce que vous avez rien fait, vous l'avez ignoré. Ignorer peut vouloir dire que quand ça arrive, je ne fais rien pour le moment, mais je vais réagir après. Ou ça peut aussi dire, je vais faire semblant que, comme si rien n'est arrivé. Et c'est ça qui est dangereux. Ce qui m'amène à parler de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, dont vous avez une copie. C'est votre outil pour combattre le racisme. Pouvez-vous me nommer un droit? C'est important de connaître cette loi parce que c'est la loi fondamentale au Québec. C'est une loi qui a été adoptée en 1975 et mise en vigueur en 1976. C'est la loi fondamentale au Québec. Et c'est l'outil avec lequel on doit travailler. Alors, pouvez-vous me nommer un droit? Oui. Le droit à l'égalité. Devant
tout, devant les tribunaux, devant l'employeur, devant tout le monde, devant l'État. Un autre droit, la liberté d'expression. Chaque personne a le droit à la liberté d'expression. Oui. C'est le droit de pratiquer sa religion. Sa religion et sa culture aussi. La liberté de religion. Savez-vous qu'au Québec, il y a plus que 600 religions et dénominations religieuses? Il n'y a pas de religion officielle au Québec. La plupart des gens sont de la religion catholique, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une religion officielle, c'est-à-dire une religion d'État. L'État, ici, l'État n'a pas d'affaire dans la religion de tout le monde, des individus. Alors, ce n'est pas un État qui doit représenter une religion, c'est un État qui doit être neutre, laïque, neutre. Donc, nous avons non seulement le droit de pratiquer nos religions, nous avons le droit de choisir une religion, de changer une religion, de ne pas avoir de religion. C'est le choix de la personne. Ça inclut tout ça. Un autre droit. La liberté d'expression, la liberté de religion, le droit à l'égalité. Il n'y a pas de droit au travail au Québec ni au Canada. Il n'y a pas de droit au travail. Je suis désolée de vous livrer les nouvelles, mais selon la Charte des droits et libertés de la personne, il n'y a pas un droit au travail. C'est-à-dire que l'État n'a pas à vous garantir un emploi. Sinon, on peut aller au tribunal revendiquer un emploi. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, mais nous avons le droit, une fois qu'on a un travail, à des conditions adéquates, des conditions décentes de travail. Au Québec, nous n'avons pas un droit il n'y a pas un droit au travail, ni le droit de manger, ni le droit d'avoir un toit. Les trois droits immédiatement essentiels, surtout quand un immigrant arrive au pays, ne sont pas des droits contenus dans la charte. Donc, ça nous pose problème. Alors, est-ce qu'on peut regarder rapidement dans la charte? À la page 11, vous voyez à l'article 1, tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Et à l'article 3, sautez à l'article 3, il y a des droits que vous avez mentionnés. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Est-ce qu'on peut critiquer le gouvernement? Vous dites ça avec beaucoup vous êtes très certaine. La liberté d'expression. Est-ce qu'on peut critiquer le gouvernement en groupe devant l'Assemblée nationale? Oui, pacifiquement. Alors, nous avons le droit à la liberté d'expression, la liberté d'association au Centre culturel algérien et la liberté de réunion, mais il faut que ça soit pacifique. Aussitôt qu'on commence à casser des vitres, c'est limité, notre droit est limité. Et à l'article 4, toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Le droit à la dignité est un droit au Québec. Et à l'article 5, toute personne a droit au respect de sa vie privée. Maintenant, vous avez mentionné, excusez-moi, vous avez mentionné le droit à l'égalité.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça inclut les immigrants? Est-ce que ça inclut les gens qui ne sont pas nés ici? S'ils n'ont pas de papier. C'est le seul droit qu'ils n'ont pas. Chaque personne a le droit, à tous les droits, sauf le droit de vote. Il faut être citoyen canadien. Mais à part ça, tous les droits. Est-ce qu'un immigrant peut s'exprimer contre le gouvernement, contre son employeur? C'est risqué. Est-ce qu'un immigrant peut prendre des cours à l'école primaire, au cégep, à l'université, un cours d'éducation professionnelle? Même ça? Oui, vous avez raison. Chaque personne a... C'est une façon d'exclure les immigrants qui n'ont pas les mêmes réseaux que les gens qui sont déjà établis ici. Par exemple, même pour les étudiants qui veulent chercher un travail d'été, les enfants d'immigrants récemment arrivés, c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas les mêmes réseaux que les gens, même les immigrants déjà établis, dont il y a un oncle qui a un garage ou un magasin. Pour les gens récemment arrivés, et le réseau n'est pas encore établi, alors c'est très, très difficile. On appelle ça la discrimination systémique. Systémique. C'est systématique, mais c'est systémique, parce que c'est le système qui est discriminatoire, mais j'arrive à ça. Pour bien comprendre la question de l'égalité, c'est-à-dire chaque personne a droit à toute égalité sans discrimination. La discrimination est définie comme toute exclusion, toute préférence et toute distinction. Exclusion dans le sens que, par exemple, les immigrants nouvellement arrivés n'ont pas de réseau. Ils sont exclus des chances égales aux emplois. La personne handicapée, quand il n'y a pas de rampe d'accès, est exclue, ne peut pas avoir accès aux écoles, au CLSC, à l'université, au travail, s'il n'y a pas de rampe d'accès. Alors, c'est une forme d'exclusion. On dit à la personne, entrez pas. N'entrez pas ici, c'est pas pour vous. Des fois, on le dit pas, mais c'est ça le résultat. Le résultat, c'est que la personne est exclue. Alors, toute exclusion, toute préférence, toute distinction. Vous cherchez un travail et on vous dit, madame, vous savez, c'est pas un travail pour une femme. C'est un travail. Vous êtes la seule femme. Vous aimerez pas ça travailler ici parce que c'est une forme de distinction. Ça, c'est un travail pour un homme, malgré le fait que vous avez toutes les compétences pour faire, les qualifications pour faire l'emploi. Alors, toute distinction, préférence ou exclusion fondée sur quoi? La couleur. Ensuite, la race, la religion. L'âge, pardon? Pardon? La géographie. C'est l'origine nationale. Il y en a 13. Les préjugés fondés sur quoi? Les préjugés fondés sur la couleur, le sexe, la race, la religion. Le handicap, oui. Vous parlez... L'âge. Vous parlez...
La langue, c'est ça. Vous parlez français, mais c'est un français maghrébin. Vous savez, c'est pas tout à fait le français d'ici. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Non? C'est bien que vous... Je suis contente que vous l'avez pas entendu. Vous avez un accent, et votre accent, blablabla. C'est l'accent, c'est votre origine ethnique ou nationale. C'est une forme d'exclusion, de discrimination. Vous parlez français beaucoup mieux que beaucoup de gens d'ici. Pourtant, c'est pas le bon français parce que c'est pas le français. C'est une forme de discrimination fondée sur l'origine nationale, l'origine ethnique. OK. À la page 12 de la charte, l'article 10. Si vous avez un crayon, mettez une étoile près de cet article-là, parce que c'est l'article la plus importante dans la charte. L'article 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence. Voilà la définition de la discrimination. Okay? Madame, c'est pas un travail pour une femme, c'est une distinction. Il n'y a pas de rampe d'accès, on exclut les gens. Vous êtes, je préfère quelqu'un qui s'appelle pas Mohamed, c'est une préférence, c'est la discrimination. Fondée sur, et voilà les 13 motifs de discrimination. Et souvent, c'est plus qu'un motif. La personne victime de discrimination, ça peut être une femme d'une certaine race, ça peut être une personne handicapée jeune ou âgée. Alors, c'est la race, la couleur, le sexe, la grossesse. Vous cherchez un logement, au téléphone, on vous dit que c'est disponible. Venez à 5 heures, vous arrivez avec votre femme ou vous arrivez, on voit que vous êtes enceinte. Ah, je m'excuse, c'est déjà loué. L'affiche est toujours là. Il y a toujours d'autres personnes qui viennent visiter, mais pour vous, c'est déjà loué. Vous savez que c'est une discrimination fondée sur la grossesse et c'est illégal. C'est la loi fondamentale, la charte. Alors, c'est illégal. La grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, marié, divorcé, séparé, monoparental, etc. L'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi. Voici la question du droit de vote. Il faut avoir quel âge? 18 ans. Alors, en bas de 18 ans, on est exclu. Il y a une limite à ce droit-là. La religion, voilà un deuxième point. Les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale. Vous êtes chômeur, vous êtes travailleur, vous êtes de la classe moyenne, vous venez de gagner la loterie, c'est votre condition sociale. Et finalement, le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier le handicap, c'est-à-dire une chaise roulante, un chien guide, des fois un ordinateur pour les enfants à l'école qui ont de la difficulté. Alors, voilà l'article la plus importante dans la charte et cet article-là doit être lu en lien avec tous les autres articles de la charte. Alors, chaque personne a le droit à la liberté d'expression sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, etc. Chaque personne a le droit à sa vie privée sans discrimination fondée sur la race, la couleur, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Maintenant, c'est une survol assez rapide de la charte. Là-dedans, il y a aussi le droit à l'instruction publique et gratuite. Il y a aussi le droit à l'article 43, qui est aussi important pour nous. 43, la page 17. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser
leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. C'est ce que vous faites ici. Mais c'est pas seulement le droit de maintenir la culture, votre culture, nos cultures, mais de les faire progresser. OK. On va regarder maintenant la question du racisme. Vous savez que la race est une des motifs de discrimination dans la charte. Alors, la discrimination raciale est illégale. Avant d'expliquer les manifestations, la notion de la race même est une notion qui n'est pas scientifique. Il n'y a pas de base scientifique. Génétiquement, nous sommes assez homogènes en termes de molécules, chromosomes, organes internes, tout ça. Nous sommes plutôt plus similaires que différents. Les différences pourtant, parce qu'il existe la couleur des cheveux, la couleur de la peau, c'est une question de la quantité de mélanine dans la peau, ce qui m'amène à être de la couleur pêche rose, et d'autres personnes être plus foncées, moins foncées. C'est une question d'une chimie dans la peau. C'est tout. C'est ça la raison, le prétexte pour considérer un groupe de personnes supérieures à un autre. Alors, il n'y a pas de base scientifique pour dire qu'il y a des races différentes, distinctes. Je peux avoir plus de similarité avec quelqu'un qui habite un autre continent que mon voisin ici à Montréal. Alors, juste pour dire que le mot pose problème. Le mot n'est pas une notion scientifique, mais la discrimination raciale est très réelle, dans le sens que c'est la perception d'infériorité et la perception de la supériorité qui est un phénomène assez important et réel, et qui se manifeste par différents moyens. D'abord, en ce qui concerne la communauté musulmane et arabo-musulmane, il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été effectuées à date. Ce que nous avons est souvent les perceptions des gens, surtout après le 11 septembre 2001. Et c'est un grand manque, parce que si nous voulons agir, il faut des faits. Et je vous lance la balle pour faire ce travail-là, d'être à l'écoute et de détailler les faits. Je vais revenir là-dessus parce que je vais vous proposer une façon de travailler ensemble avec la Commission des droits de la personne. Mais ce que nous avons est par exemple une enquête qui a été menée par la Ligue des droits et libertés du Québec. Moi, je travaille à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui est un organisme paragouvernemental. Mais là, je parle de la Ligue des droits et libertés du Québec, qui est une ONG, un organisme non gouvernemental. Et en 2001, avant septembre, la Ligue a envoyé des questionnaires sur la discrimination en emploi des minorités visibles, qui étaient envoyés à 197 employeurs à Montréal pour demander, avez-vous embauché ce qu'on appelle des minorités visibles? Je ne suis pas confortable avec le terme parce que est-ce que ça veut dire que les autres sont invisibles? Et c'est aussi d'un point de vue des Blancs. Eux sont visibles par rapport à
eux qui sont blancs. En tout cas, c'est un problème. Mais quand on parle de minorité visible, on veut dire des gens d'origine noire, des gens d'origine asiatique et souvent des gens arabes. C'est une minorité visible, c'est une très mauvaise minorité visible. Oui, c'est la peau. Oui, c'est la peau. C'est la couleur de la peau. C'est l'aspect physique qui le différencie de la majorité de souche. Oui, mais ça faut être prudent à ce niveau-là, parce que minorité visible, c'est un élément qui a son histoire. Ça n'a pas été créé par les Québécois. Ça a été une revendication dans les années 80 par, entre guillemets, communauté culturelle qui a forcé Exactement. les gens du gouvernement à mettre cette option. Attention, donc il ne faut pas. Oui. Ça a toute son histoire, la minorité visible. C'est pas dû aux Québécois. Les Québécois, c'est plutôt dû à des gens qui étaient comme nous, qui ont forcé un peu la ville de Montréal à accepter ce terme-là, parce qu'il y avait un état bien précis à ce moment-là, mais à ce moment-là, on parlait plus de noirs que de tout l'ensemble asiatique, arabe, etc. Oui, oui. Donc c'est vrai que maintenant, pour nous, ça n'a pas... Là, mais moi, il faut replacer un peu les choses en même temps. Oui, oui. Dans ces questionnaires que la Ligue des droits et libertés avait envoyés à presque 200 employeurs dans la ville de Montréal, seulement 19 ont répondu. Alors, les résultats ne sont pas vraiment significatifs. On ne peut pas se baser sur ces questionnaires-là pour dire « Ah, voilà, vous voyez ». Mais c'est intéressant que la grande majorité ont ignoré les questionnaires. Ça ne peut pas être bon. Ça ne peut... C'est pas une bonne chose. Seulement 19 ont répondu, dont 6 disent refuser d'employer un arabe ou un maghrébin. Ça veut dire 6 sur presque 200, mais la vaste majorité n'ont même pas répondu. Alors, vous voyez le peu d'outils avec lesquels on peut travailler. Mais on soupçonne bien sûr qu'il y a un problème. Pourquoi pas répondre? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Est-ce qu'ils ont répondu juste arabe ou ils n'ont pas répondu de noir? 19 ont répondu, et dans les 19, 6 ont répondu que ils... Spécifié arabe et juste Oui. 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 Alors, est-ce que ça veut dire 6 sur 200 veulent pas embaucher des Arabes? Oui, ça veut dire 6 sur 19 qui voulaient répondre. Et les 181 autres. Vous voyez, il nous manque les faits. C'est un domaine de recherche qui est très nouvelle et qui souvent la communauté arabo-musulmane est mêlée dans l'ensemble des statistiques sur l'ensemble des minorités visibles. Alors nous ne pouvons pas même distinguer. Premier problème. Alors, pour cette enquête-là, qui est assez récente, nous n'avons pas vraiment les résultats significatifs. Deuxièmement, moi je travaille avec plusieurs organismes en employabilité qui préparent à l'insertion au travail. Donc, filière employabilité sur la rue Sauvé, Centre Génération Emploi à Parc Extension, Centre Les Berges à Chamonix-Laval, Mouvement Fraternité multiethnique qui est pas loin d'ici, sur Jean Talon. Et à chaque fois, on le constate
qu'il y a des problèmes de discrimination à l'embauche et au travail, des immigrants en général et des Arabes, des personnes arabes. Mais c'est verbal, c'est empirique. C'est des gens qui viennent me parler. C'est des gens qui, après une session comme ça, vont me dire, savez-vous, madame, les problèmes que j'ai eus en... Alors, ça peut être très objectif, mais en termes de recherche, en termes de faits, en termes de travail de recherche détaillé, c'est pas écrit nulle part. Nous n'avons pas les outils nécessaires pour constater il y a tant de pourcentage de personnes qui sont exclues du marché du travail à cause des préjugés contre les Arabes. Oui. C'est pas quantifié. Mais troisièmement, ce que je peux vous apporter, c'est au niveau de la Commission des droits de la personne. Nous recevons des plaintes. Nous avons une direction des enquêtes. Et les gens qui sont victimes de discrimination déposent des plaintes. Et je vous encourage, ce soir, je vous encourage, quand vous voyez, si vous voyez que vous êtes victime de discrimination, vous devez déposer une plainte. Et ce que je peux vous dire, c'est que entre le 1er octobre 2001 et 31 décembre 2001, c'est-à-dire tout de suite après les événements du 11 septembre, les 3 mois après, il y a 14 dossiers ouverts à la Commission des droits, 9 à Montréal, 2 à Longueuil, 2 à Québec et 1 à Saint-Jérôme, parce que nous avons des bureaux régionaux à travers le Québec. C'était des plaintes déposées par des personnes du Moyen-Orient ou des personnes du Maghreb. 5 dans le domaine du travail, 3 dans le domaine du logement, et je peux vous dire que sans mentionner les noms, 2 comptes des ministères du gouvernement face au gouvernement du Québec, toujours du Québec, parce que c'est la commission québécoise. Il y a une commission canadienne aussi. Mais moi, je suis avec la commission québécoise. Après ça, dans l'année qui suivait, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, 52 dossiers de plaintes sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation. Quand vous dites c'est ouvert, ça veut dire concrètement, il y a une lettre que je vous envoie et que vous allez vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez des éléments de base pour pouvoir vérifier ce que je dis, moi, par rapport à mon employeur ou par rapport à X, Y, que c'est discriminatoire? Ça veut dire que... Parce que je peux être mécontente parce que bon, je ne remplis pas les conditions de mon employeur. Il me dit, bon, on s'excuse, bon, mais à côté, on prend un ordre. Tout de suite, moi, je vais sur ce terrain-là. C'est pour ça que je dis, est-ce que vous, quand vous ouvrez on ouvre le dossier, est-ce que l'étape de la lettre, à l'étape d'ouverture du dossier, c'est quoi? Ordinairement, la personne dépose une plainte. Une lettre ou un téléphone. On prend des notes. On examine sur la base de ce que la personne vient de dire. Est-ce qu'il y a matière pour faire enquête? Est-ce que ça rentre dans cet article 10 de la Charte? La personne allègue discrimination raciale à cause de son origine arabe devant un ministère du gouvernement. Okay? On entend la personne, on écoute la personne et on voit qu'il y avait il y avait des insultes. Il y avait la personne allait qu'il a postulé pour un emploi, il a les mêmes qualifications d'une autre personne. Ils suivaient le même cours même. Ils étaient collègues de classe avec. L'autre personne a eu l'emploi, lui, il n'a pas eu. Pourtant, il avait plus de qualifications. Il soupçonne discrimination fondée sur la discrimination raciale.
on décide, oui, on prend la plainte. C'est à cette étape-là que je parle, où il y a une enquête assez exhaustive. Ça veut dire, vous venez dans mon bureau, je ne suis pas enquêtrice, mais vous venez dans le bureau de l'enquêteur ou l'enquêtrice, on vous questionne quand, où, qui, comment, vos papiers, vos qualifications, vos études, vos compétences. Ensuite, on prend ça, on va voir l'employeur. On demande des critères d'embauche, une grille pour voir quel est le type d'entrevue. Quelles sont les questions, quels sont les tests ou les examens qu'il faut passer? Est-ce que les examens sont biaisés? Ensuite, on revient. Alors, c'est une enquête que vous, comme individu, vous pouvez pas faire, vous n'avez pas cet accès-là, mais comme nous avons le pouvoir d'enquête, nous avons ce pouvoir. On peut aussi, suite au 11 septembre, une personne est congédiée. Jamais eu une mauvaise évaluation, il était très correct au travail tout à coup. Et on demande à la compagnie de voir l'évaluation, de voir quelque chose que la personne ne peut pas faire, mais nous, on a ce pouvoir. On a ce pouvoir d'enquête. Alors, ça vaut la peine de déposer des plaintes et ça peut expliquer l'augmentation des plaintes qu'il y a eu. Et je me promène incessamment dans les organismes de la communauté arabe et musulmane pour encourager les gens à déposer des plaintes. Alors, j'espère que c'est le résultat de mes efforts en quelque sorte. Bon, 52 dossiers de plaintes ouvertes, c'est-à-dire enquête active, 37 à Montréal, 1 à Hull, 6 à Longueuil, 3 à Québec, 1 à Sept-Îles, 2 à Sherbrooke, 1 à Trois-Rivières. Bien sûr, c'est les centres où il y a plus une population, plus de diversité. 26 dans le domaine de travail, 8 dans les services gouvernementaux, incluant municipal et provincial, 3 dans le logement. Et l'année suivante, j'ai les statistiques pour la première partie de l'année, 1er janvier au 25 août 2003. 22 dossiers de plaintes ouvertes, c'est-à-dire à peu près le même montant, 17 à Montréal, 1 à Longueuil, 4 à Québec, 13 dans le domaine de travail. Ça inclut aussi les plaintes, 2 plaintes déposées par des étudiants de l'ETS. Vous connaissez? OK. Non? J'ai rencontré le groupe d'étudiants musulmans à l'école de technologie supérieure, affiliés à l'UQAM, qui m'ont fait part des difficultés qu'ils avaient à faire la prière à l'école. Ils devaient le faire dans les escaliers, c'était dangereux, ils étaient tassés d'un endroit à l'autre. Et la question était, est-ce que l'école pouvait trouver un accommodement raisonnable? C'est un terme que vous devez connaître et utiliser souvent. Accommodement raisonnable, c'est-à-dire accommodement. La partie accommodement veut dire une adaptation, un changement, une mesure qu'on prend, un arrangement raisonnable. Accommodement raisonnable. Raisonnable qui ne porte pas atteinte aux droits de personne dont il n'y a pas de contraintes excessives. Alors, accommodement raisonnable. Accommodement, mesure pour favoriser l'exercice des droits de la personne sans contrainte excessive. Est-ce que l'ETS va fermer? Est-ce que l'ETS va manquer d'espace? Est-ce que l'ETS va avoir des problèmes si ces jeunes-là puissent prier à l'école? C'est quelque chose dont l'enquête se poursuit.
Alors, ça c'était dans la première partie de 2003. Et c'est ça l'état des informations qu'on a. À part des perceptions, à part des gens qui nous disent, écoutez, c'est vraiment difficile, je me sens comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est créer une banque de faits pour ensuite être capable de mettre la pression sur les instances gouvernementales, dont la Commission des droits de la personne. Vous savez que nous intervenons quand les gens déposent des plaintes. Nous réagissons aux plaintes, nous faisons enquête. Mais sans plainte, nous n'avons pas grande possibilité d'agir. Alors, on compte sur vous. Si vous voyez que vous êtes victime de discrimination fondée sur la race, la religion, l'origine nationale, la langue, l'origine ethnique, la couleur, ces 5 motifs-là qui sont souvent reliés. La race, la langue, l'origine ethnique, la couleur. Pardon? Oui. Souvent, c'est sexe, religion aussi. La femme musulmane, par exemple. Il peut y avoir une discrimination particulière. Alors, vous devez déposer une plainte. C'est un téléphone. Et le problème, et je vous dis ça ce soir parce que je veux avoir des résultats. Je vous dis ça qu'il n'y a pas assez de gens qui déposent des plaintes. Le problème, c'est que vous n'exercez pas assez vos droits. On prend tout ça étant une personne issue de l'immigration moi-même. Mes parents sont venus, cette génération-là a complètement sacrifié leur vie pour les enfants. Alors, je comprends le problème étant venu de ça. En même temps, dans ce temps-là, il n'y avait pas une commission des droits de la personne. La société était assez anti-immigrants. Les immigrants volaient les jobs. On entend encore aujourd'hui, mais moins. Vous savez que le Canada est un pays en décroissance, en termes de natalité en décroissance. Nous avons besoin d'immigrants pour maintenir notre population. Parce qu'on est en minus maintenant. Alors, c'est très important. D'abord, on n'a pas le temps. Quels sont les arguments? On n'a pas le temps. Et il faut que je cherche du travail, il faut que quand même j'ai des petits-enfants, je cours après eux et ils sont à l'école, je dois jongler plusieurs choses dans ma vie. Je comprends ça, mais il faut franchir les barrières. Une des choses essentielles pour les immigrants, c'est de trouver un travail. C'est la première chose. Alors, il faudrait combattre la discrimination qui est l'obstacle à trouver l'emploi. Deuxième chose, vous n'avez pas l'habitude d'aller frapper à la porte d'une agence gouvernementale. C'est paragouvernemental dans le sens qu'on est indépendant du gouvernement parce qu'on critique et quelques-unes de nos mises en cause sont des ministères du gouvernement. Les gens déposent des plaintes souvent contre la municipalité ou contre un ministère ou contre une agence gouvernementale. Nous devons être indépendants du gouvernement, mais nous sommes mis sur pied et payés par le gouvernement. C'est comme ça dans une démocratie, c'est que le gouvernement nous paye pour ensuite critiquer le gouvernement. On est le chien garde de la population. Madame, des fois, la personne qui est lésée dans des affaires d'emploi comme ça,
même si elle sait qu'elle a été refusée pour des raisons discriminatoires, elle n'a pas les arguments OK. pour pouvoir faire ça. Des fois, l'employeur, parce que l'employeur ne le dit pas franchement, il passe par autre chose. Il vous dit, par exemple, vous n'êtes pas parti du gain, vous n'avez pas l'expérience canadienne. Il y a beaucoup de choses que on sait qu'il y a l'expression, mais comment on la présente avec une plainte? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le domaine informatique, des ordinateurs? Tout le monde. Ah, tout le monde, OK. J'espère pas mieux que moi parce que je connais à peine, pas beaucoup. Est-ce que vous connaissez comme outil de travail? Oui? OK. Voulez-vous faire une simulation avec moi, une entrevue pour un emploi? Je vais être l'employeur, vous serez candidat, et vous allez écouter et essayer de détecter s'il y a discrimination dans l'entrevue. Et ensuite, comment répondre et quoi faire. OK? Pratique, très pratique. C'est la compagnie XYZ et je cherche quelqu'un pour... Comme ça, je cherche quelqu'un qui peut installer les logiciels, quelqu'un qui peut programmer et installer, et quelqu'un qui peut vendre, travailler avec le public, vendre. Ça va? C'est un jeu de rôle. C'est un peu vague parce que moi je peux pas, je sais pas si vous me dites ça pour rentrer dans le jeu ou par rapport à mes capacités. Pour rentrer dans le jeu. Oui, parce que moi-même, je ne sais pas de quoi je parle. OK. Okay. Alors, bonjour. Asseyez-vous. Alors, j'ai devant moi votre curriculum vitae, Monsieur Zouaoui. Pardon? Zouaoui. Ah, c'est quel type de nom, ça? C'est quel type de nom, ça? Ça, c'est un nom algérien. Algérien. Ah. Ah, algérien. Algérien, vous dites. Ah, ah. OK. Alors, monsieur, est-ce que je peux vous appeler Ali? Monsieur Ali, ça va? Ah, ces noms arabes sont très difficiles. Bon. Alors, alors, vous savez que nous cherchons quelqu'un qui est assez familier avec notre système. On est une jeune compagnie en expansion. Nous avons notre siège social est à Montréal. Nous travaillons aussi à Québec et nous avons des contrats maintenant à Ottawa. Alors, ma question c'est, êtes-vous marié? Pas marié, ok. Avez-vous des enfants? Pas d'enfants. Alors, avez-vous une voiture? Non. OK. Est-ce que ça vous intéresse, si nécessaire, de voyager à Québec ou à Ottawa de temps en temps quand on a des contrats? Parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que l'Université Laval nous a demandé de changer complètement leur système et d'installer
des nouveaux ordinateurs et ensuite de former le personnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire? Former le personnel? Oui, bien sûr. Oui, oui. Avez-vous d'expérience canadienne? Non. Dans la formation du personnel, non. En informatique? Oui. Où avez-vous fait votre formation? Où avez-vous eu votre formation en informatique? En Algérie. En Algérie. Oh. Où en Algérie? Il est nerveux. On va dire à Oran. À Oran. D'accord. Et, OK, en Algérie. D'accord. Vous êtes musulman? Est-ce que ça veut dire que on doit, je sais pas, pour votre religion, je sais pas, les fêtes et les congés, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous devez faire, que nous devons changer? Le ramadan. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous voulez? Pardon? Pardon? À quelle heure? Qu'est-ce qu'il y a? Ça dépend. Est-ce que ça... comme en hiver, si c'est en hiver, vous devez partir plus tôt, c'est ça, à cause de la coucher du soleil? Ça peut être problématique, vous savez. Comme nous travaillons à Montréal, à Québec et à Ottawa, à Montréal, il y a une certaine clientèle anglophone. Nous travaillons au cégep Dawson. Et aussi à Ottawa, la moitié de la ville, c'est une ville bilingue. Parlez-vous anglais? So, can I ask you a question in English? No problem? Avez-vous des questions pour la compagnie, pour moi, en termes du travail, en termes de... Quel est le salaire? J'ai un dépliant pour vous qui explique le salaire, les bénéfices, pensions, vacances et tout ça. Moi j'ai juste une dernière question pour vous. Pouvez-vous me parler un peu de votre expérience, votre formation, votre expérience en Algérie, en termes de votre formation en informatique? Oui, j'ai travaillé dans une compagnie. J'ai travaillé dans une compagnie algérienne qui fabrique des logiciels. Donc j'ai travaillé pendant à peu près 1 an et demi. On a travaillé pour le gouvernement et pour aussi des firmes à l'extérieur de l'Algérie. Donc c'est des logiciels surtout pour l'administration. Donc c'est ça. Ouais, quel programme? Word, Excel, etc. PowerPoint. OK. J'ai encore plusieurs personnes qui attendent dans la salle pour être interviewées. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, Est-ce qu'il est embauché ou... comment sentez-vous maintenant? Mal à l'aise. Mal à l'aise.
j'ai vu votre visage, c'était comme ça, là. Surtout pour la religion, parce que je devais répondre à la question. Est-ce que vous avez des... Mais c'est ça, ils doivent se dire. Pardon? Pardon? Ils ne disent pas tout ça, donc je cherche à comprendre. OK. Ça, c'était l'entrevue de l'enfer. Et j'ai essayé de poser le plus de questions discriminatoires que possible. À part de votre nom, ben, ça commençait avec votre nom. Okay. Vous savez, au début, quand vous avez dit bonjour à tout le monde, on l'avait dit d'une façon différente, avec ouverture, avec acceptation, avec tolérance. C'était pas très tolérant ce que j'ai fait, hein. Et c'est pas un nom difficile, c'est un nom qui est écrit. Le nom n'est pas écrit en arabe, c'était écrit en lettres latines. Alors, j'aurais dû, comme employeur, comme quelqu'un qui, c'est la personne d'habitude en ressources humaines, doit être quelqu'un humaine, doit être quelqu'un qui est habitué à des employés, à travailler avec des gens, à la diversité en général. Alors, il y avait déjà une intolérance qui n'est pas acceptable. Vous savez, mon nom de famille est Sarna. C'est polonais juif. 5 lettres. Vous savez, j'ai commencé une collection de fautes, quand je reçois des lettres, des fautes à mon nom. 5 lettres. Il faut que les gens s'habituent à la différence même en termes de nom. Okay. J'ai pour vous un document qui s'appelle le formulaire de demande d'emploi et les entrevues relatives à un emploi. C'est sur la table, mais en même temps, ça vous explique tous les motifs de discrimination dans la charte et comment qu'est-ce qui sont des questions conformes à la charte, quelles sont les questions à éviter. Maintenant, la question c'est, vous voulez vraiment cet emploi? Vous voulez vraiment avoir cet emploi-là? Vous savez que vous êtes qualifié pour cet emploi-là? Comment répondre à ces questions? Alors, à la page 6 de ce document, c'est un document qui est important et si vous voulez, on pourrait vous envoyer d'autres pour votre clientèle, pour information. Parce que là, vous aurez moins peur ou vous sentirez plus confortable à déposer des plaintes parce que vous êtes moins incertain de ce qui s'est passé. Alors, vous voyez à la page 6, race, couleur. Nous avons pris, il y a une colonne avec les motifs de discrimination de l'article 10 de la charte, une autre colonne qui dit quelles sont les questions conformes à la charte, et une autre colonne questions à éviter. Alors, race, couleur. Il n'y a aucune question qu'on doit poser sur votre couleur, votre race. Sexe. Aucune, sauf si le sexe constitue une qualité objectivement requise par l'emploi. Dans ce cas-là, ça n'a aucun rapport. Même les formulaires d'emploi qui demandent monsieur, madame ou mademoiselle ne doivent pas demander ça. État civil. Je vous ai demandé, êtes-vous marié, avez-vous des enfants? Par rapport, les questions qu'on pose en entrevue doivent avoir un rapport avec les qualifications, les compétences requises pour l'emploi. Mariage ou pas mariage n'est pas une qualification. Une personne mariée ou pas mariée peut faire ce travail. Ça n'a rien à voir. Ma question devait être, et c'est une question qui est souvent posée aux femmes et non pas aux hommes. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Et aussitôt qu'on pose la question aux femmes, c'est « Oh, j'aurai pas la job.
je suis mariée, j'ai des enfants, oh, oublie ça. C'est pas pour moi ce travail-là, mais c'est pas une question qu'on doit poser. Ça n'a pas rapport. Ça veut dire que, parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Pour une femme qui est mariée, qui a des enfants, il y a des préjugés. Elle est moins fiable. Les enfants vont être malades. Elle va être au téléphone avec les enfants. Pour un homme, il est fiable, il est solide, il est stable. S'il est marié avec enfants, il est solide. Pourquoi les deux ne sont pas fiables, solides et stables? C'est une société, vous allez voir, qui est souvent assez anti-enfant, à mon avis. Les enfants posent problème au lieu de voir les enfants comme richesse. Alors, la question devait être, seriez-vous disponible pour voyager dans le cadre de vos fonctions et non pas êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Page 7. Âge. Aucune, sauf si une loi ou un règlement fixe un âge minimal pour occuper un emploi donné. Il y a un âge minimal. Alors, vous avez l'air jeune, mais vous n'avez pas l'air 15 ans. Alors, ça ne devrait pas être une question posée. Origine ethnique ou nationale. La question que j'ai posée, avez-vous d'expérience canadienne? Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Vous l'avez déjà entendue? Tout le monde pose la question. Tout le monde pose la question à vous, pas aux gens qui ont l'air ou qui ont le nom Tremblay. Avez-vous d'expérience canadienne? C'est quoi cette affaire-là? Avez-vous d'expérience canadienne? L'industrie de l'informatique est une des industries les plus universelles au monde actuellement. Si je vous envoie en Alger un email, pouvez-vous le lire? C'est la même chose, c'est la même langue. Si vous m'envoyez un disquette d'Alger à Montréal, est-ce que je peux un disquette Microsoft, est-ce que je peux le mettre dans mon ordinateur et le lire? Il n'y a absolument pas de problème. C'est la même chose, c'est la même langue. Alors, en quoi l'expérience canadienne en informatique est essentielle? Votre formation en Algérie, en quoi en informatique, en quoi c'est si différent qu'une formation, mettons, à l'Université de Montréal en informatique? C'est différent. C'est différent? Oui, c'est différent. À ce niveau-là, en fonction informatique ou autre chose, c'est le problème au niveau de l'expérience. Au niveau de l'expérience, c'est pas que c'est normal qu'on nous demande une expérience. Vous avez l'expérience canadienne, parce que celui qui nous veut recruter, c'est normal qu'il préfère une personne qui a de l'expérience dans l'environnement qui existe. Le problème au niveau de l'immigration, c'est qu'on n'a pas ce passage entre notre venue et avoir cette expérience. On n'a jamais eu peur de se confronter à une expérience. Donc, si vous voulez, moi je dirais plus, et par expérience, que ce n'est pas la faute aux entreprises, mais c'est un peu la faute à ces gouvernements qui nous invitent, qui nous donnent pas cette chance pendant notre arrivée, pendant la première ou deuxième année, de nous mettre dans le bain, même si c'est gratuitement, on est capable de se mettre dans le bain pour avoir ces 6 mois, 8 mois d'expérience. Donc, moi je pense qu'il ne faudrait pas remettre la faute aux entreprises ou les gens qui recrutent le personnel au niveau des nouveaux arrivants, parce que même le mot immigration, je ne l'aime plus. Moi, je ne pense pas qu'on est. Donc, si vous voulez, c'est la question. Une période de transition. C'est la vraie période de transition, de mettre les gens dans le bain, qu'ils soient médecins, qu'ils soient informaticiens, qu'ils soient cuisiniers, qui se mettent dans le bain au niveau pratique, en lui confortant, en lui assurant un minimum pour bien
tenir ce coup-là pendant une année ou deux, ça se fait en Colombie britannique au niveau de l'immigration. C'est juste ça, parce qu'après, on peut se combattre avec cette expérience, on sait, mais il y a une grande différence, même au niveau, je parle j'ai des amis qui étaient informaticiens en Algérie, qui avaient une très bonne pratique, et quand ils sont venus ici, on sait que c'était de la discrimination, etc. Mais quand ils se sont remis aux études, ils se sont aperçus qu'il y a beaucoup d'éléments qui leur manquaient au niveau de ce que veut ce continent nord-américain. Parce que au niveau de... C'est ça que je voulais dire. Puisqu'il y en a beaucoup de gens qui confondent ce problème, surtout au niveau de la formation académique. On ne peut pas comparer un diplôme de l'université d'Alger avec un diplôme de l'université de Madrid. C'est logique. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, ils disent pourquoi ils ne reconnaissent pas notre... Je pense que... On a une bonne formation, d'accord, mais on ne peut pas... D'accord, il y a quand même des choses, les regarder en face. L'université de Madrid... C'est juste que... C'est juste que... Je crois que... Non, ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'on ne parle pas de la qualité de l'enseignement ou des différences qui existent entre les méthodes d'enseignement. Elle parle au niveau du savoir. Le savoir est universel. C'est-à-dire que la médecine enseignée en Algérie, ce n'est pas les Algériens qui l'ont inventée, c'est la médecine qui est enseignée à la Sorbonne ou à Montréal. C'est la même chose. Même chose pour l'informatique, même chose pour... C'est-à-dire les sciences aujourd'hui ou les technologies s'universalisent et par là même s'uniformisent. Donc, le savoir qu'on a connu à Alger ou à Oran ou à Constantine ou bien ici à Montréal est en principe le même. C'est pour ça qu'elle est en train de nous dire on ne peut pas demander l'expérience canadienne pour un informaticien. Je pense que pour un informaticien, s'il vient et il dit seulement je suis programmeur analyste, la Banque nationale, si elle veut l'engager, elle a le droit de lui dire est-ce que vous êtes programmeur analyste sur tel ou tel langage? Là, c'est encore plus précis, mais on ne peut pas lui dire. Voilà, mais on ne peut pas lui dire. C'est ça ce qu'elle essaie de dire. Pour quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a une expérience, qui pose un problème pour le pratique, il a travaillé pendant 10 ans. Par exemple, ils ont besoin juste de la connaissance d'un logiciel, par exemple Java. Il a travaillé 10 ans sur Java au réseau. Il connaît ça parfaitement. Et je connais des gens qui travaillent ici, de l'Algérien qui travaillent ici. Il est arrivé 3 mois, il trouve travail dans des très grandes compagnies renommées internationales. Je sais ce qu'on... Il y a un monsieur qui voulait parler. Je pense que... Approchez-vous, monsieur, on vous donne le micro parce qu'il y a des gens qui ratent. Ah, d'accord. Effectivement, je suis d'accord avec madame concernant l'expérience canadienne. Donc, moi-même, j'ai été formé en Algérie. Donc, j'ai eu l'avantage de travailler dans une grande entreprise comme Sonatara qui se permet, par exemple, le logiciel Oracle. Donc, on a fait des formations, on a acheté la licence. Je pense que c'est injuste de me demander qu'un employeur me demande l'expérience canadienne. Tout d'abord, j'ai des références en Algérie. Deuxièmement, qu'est-ce qui empêche qu'on me fasse un test technique? Sinon, vous pouvez me virer à tout moment. Si vous voyez que je ne fais pas l'affaire, vous pouvez me dire, vous pouvez me remercier sans pour autant déposer plainte ou quoi que ce soit. Donc je pense ici c'est un problème humain. Donc il faudrait que ces gens-là, ces employeurs-là, aient quand même un pourcentage humain et permettent à ces immigrants-là de s'intégrer. Et je sais bien que je parle d'Algériens, les Algériens s'intègrent facilement. Je connais des gens qui sont rentrés travailler, qui actuellement travaillent dans des entreprises qui concurrencent Microsoft dans la voie sur IP. J'ai quelqu'un que je connais, il n'a jamais fait C++. Actuellement, il est chef de service et chapeaute 4 ou 5 développeurs québécois, sud-africains. Donc, je pense que c'est pas logique. C'est vrai qu'il y a question d'expérience. Il y a des personnes qui sont diplômées d'ici.
qu'on leur donne, on demande toujours l'expérience canadienne. Donc, ce n'est pas des questions de diplôme, là, c'est une question d'expérience. Autre chose aussi, il y a des employeurs qui, quand ils reçoivent une subvention de l'État, justement, il y a un programme pour des immigrants, pour l'insertion ou ce qu'on appelle l'immersion professionnelle. À ce moment-là, ils acceptent parce qu'il y a une subvention pour une certaine période de 6 mois qui permettent à la personne d'avoir. Mais des fois, ce n'est pas l'expérience technique, c'est l'expérience qu'on s'appelle de l'environnement, comment ça fonctionne ici. C'est juste ça. Merci. Je tiens à préciser que l'intervenant, M. Mohamed Bouanakta, est fonctionnaire du gouvernement du Québec où tu étais. Donc ex-fonctionnaire du gouvernement du Québec, donc ici de quoi il parle. Merci. Vous soulevez quelque chose qui est extrêmement important et c'est que nous savons que il y a des jeunes gradués de nos cégeps au Québec. Souvent, ces jeunes sont nés ici, d'origine haïtienne, qui ne trouvent pas d'emploi dans les hôpitaux, par exemple. Parce qu'on leur pose la question, avez-vous d'expérience canadienne? On présume, parce que la personne à la peau noire, qu'elle est autre que canadien, québécoise. Alors, il faut s'auto-évaluer. Il faut qu'on s'auto-évalue. Est-ce que c'est une question qui dévoile mes préjugés ou c'est une question vraiment fondée sur les tâches requises pour l'emploi? Dans ce cas-là, dans le domaine de l'informatique, je crois que souvent, c'est un code pour exclusion. On ne veut pas dire, vous venez de la mauvaise nationalité, mais on demande, avez-vous d'expérience canadienne? Ça ferme la porte tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire après ça? Ben non, donnez-moi la job et j'aurai l'expérience canadienne. C'est souvent ça que les gens disent. OK, on va juste, parce que le temps file, on va juste compléter l'exercice. Est-ce qu'on peut poser la plainte sur ça? J'arrive. J'arrive. Pour les questions. Grossesse, il n'y avait pas de questions. Langue. Parlez-vous anglais? Est-ce que c'est discriminatoire? Dans ce contexte. L'informatique, souvent c'est par rapport aux partenaires qui travaillent dans la compagnie. Il y a des partenaires qui sont anglophones, qui parlent français. Ottawa. C'est aussi discriminatoire parce que pourquoi les anglophones parlent pas français? Donc, on est au Québec. Mais je m'occupe pas c'est pas ça que, mais dans l'entrevue, de vous avoir posé la question, parlez-vous anglais, compte tenu de la clientèle Ottawa-Montréal, est-ce que c'est discriminatoire? Non, parce que ça a un rapport avec les tâches requises pour l'emploi. Non, c'est subtil, excusez-moi. Je dis anglais fluent. Moi j'ai fluent et moi je lui dis non, je parle français fluent. Pour répondre. C'est-à-dire que fonctionnel, parfois il n'est plus acceptable. C'est-à-dire, est-ce que je lui ai raconté sa vie, ma vie, je ne sais pas. Est-ce que le client il parlait pas de choses, je ne sais pas. C'est plutôt à double tranche. Au Québec, ça c'est pas une revendication des droits. En principe, au Québec, la langue prioritaire officielle, c'est le français. C'est une revendication politique qui devrait arriver par une méthode politique. Oui, mais on peut pas. Non, mais je crois qu'on est en train de s'éloigner. Elle a donné un exemple, il faut le garder dans ce contexte-là. Vous allez travailler dans une compagnie qui fait des affaires avec Ottawa, avec le collège Dawson, c'est un collège anglophone, etc. Est-ce que le fait que dans ce contexte-là, la compagnie a ce champ d'intervention où il y a beaucoup d'anglais, est-ce que le fait de vous poser une question, maîtrisez-vous l'anglais, est-ce que c'est discriminatoire ou pas? Actuellement, non. C'est ça. Ça peut être une compagnie qui fait affaire
avec des clients en Italie et la question peut être parlez-vous italien, qui sera pas discriminatoire. Parce que... OK, rapidement. Religion. C'est discriminatoire? Et c'est là où Ali avait l'air extrêmement... je pense que tout le sang avait tombé aux pieds. Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que la réponse de notre ami Ali n'est pas une mauvaise réponse non plus? Quand vous lui avez dit, quelle est votre religion? Est-ce qu'il y a des choses, etc. Il a dit, le mois du Ramadan, il a bien précisé, le mois du Ramadan, j'aimerais bien partir un peu plus tôt. Donc la compagnie va s'adapter à Ali pendant un mois, qu'il doit quitter son travail un peu plus tôt. On va se poser la question, est-ce qu'on doit faire des choses pour... Oui, non. Tu as répondu, c'est fini. Là, on va faire l'analyse de ce que tu as dit. Là. On a compris ce que tu as répondu. Est-ce que c'est pas exagéré comme réponse? Est-ce que c'est pas une réponse qui manque un peu de subtilité, une façon de... Peut-être parce que vous étiez un peu surpris de la question. Mais ordinairement, si c'est ça qu'il faut, si vous devez partir plus tôt, c'est ce qu'on appelle, le terme que j'ai utilisé tantôt, un accommodement raisonnable. C'est-à-dire que le mois du Ramadan, mettons, surtout si c'est en hiver, la coucher du soleil est plus tôt, je dois quitter à quelle heure, par exemple? À 3 heures. Ça veut dire que la compagnie décide, bon, est-ce qu'on peut accommoder ça pendant un mois? Ça veut dire 20 jours. 20 jours? Non, 30 jours. Un mois. Ah oui, vous comptez pour le week-end. 20 jours ouvrables. Alors, je me dis, comme employeur, pouvez-vous venir 1 heure plus tôt le matin pendant le mois de Ramadan? Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? OK. Pouvez-vous venir pendant 2 mois, parce que mettons c'est 9 à 5, vous quittez 2 heures plus tôt pendant 20 jours. C'est ça? Plus tard. Il quitte à 3 heures au lieu de 5 heures, à 5 heures. Pendant 20 jours. Pouvez-vous, pendant 2 mois, c'est-à-dire 2 fois 20 jours, venir 1 heure plus tôt, commencer à 8 heures le matin, partir à 5 heures pour compenser? Parce que pour moi, l'employeur, ça ira. Ça ira parce que vous aurez complété votre travail. On peut en discuter. Peut-être ça veut dire 2 samedis pour compenser. Pardon? Moi, j'ai déjà eu à faire comme ça, mais c'est-à-dire j'ai mangé au travail. Voilà, au Ramadan, j'ai répondu à la question. Non, mais parfois c'est le vendredi, parfois c'est les jours fériés. OK. Le principe, peu importe comment on arrange ça, le principe, c'est l'accommodement raisonnable. C'est l'obligation légale de l'employeur à faire un accommodement raisonnable. C'est l'obligation légale de l'institution de faire un accommodement raisonnable. C'est de trouver quel est l'accommodement raisonnable possible. Et c'est toujours basé sur une mesure qui respecte les droits de Monsieur Ali, sans contrainte excessive à tout. Alors, si j'ai 4 employés, 4 sont musulmans qui doivent...
c'est un problème qui est peut-être excessif. C'est une contrainte qui peut être excessive. Mais si c'est une compagnie qui travaille à Québec, à Montréal, à Ottawa, et il y a une employée, mettons, il y en a quelques-uns qui demandent ça, je ne crois pas que je vais faire faillite, je ne crois pas que je vais nuire au travail des autres, etc. Vous savez que cette habitude d'accommodement raisonnable date de 85 au Canada. En Ontario, une madame qui s'appelait O'Malley, c'est une précédente qui est allée jusqu'en Cour suprême, qui sert comme jurisprudence pour toutes les questions concernant la religion et l'accommodement raisonnable. Elle, c'est quelqu'un qui travaille pour Simpson Sears, la compagnie Sears aujourd'hui. En 85, 3 ans après l'adoption de la Charte canadienne des droits de la personne. Ce soir, on parle de la Charte québécoise, 76. Là, on parle de la Charte canadienne. Elle s'est convertie vers la religion adventiste de 7e jour, dont son sabbat est le, savez-vous, samedi, et non pas le dimanche comme les autres chrétiens. Elle devait travailler samedi parce que c'est Simpson Sears. Et elle a demandé qu'elle change son samedi pour un mercredi, jeudi soir. Elle a même demandé à une collègue d'échanger avec elle les heures. La madame a dit oui. Donc, elle s'est présentée à son superviseur qui a dit non, c'est moi qui décide l'horaire. Et quand tout le monde doit travailler le samedi, vous allez travailler le samedi. Mais je ne peux pas, c'est ma religion, c'est mon sabbat. Et Simpson Sears était tellement rigide, malgré l'accommodement que madame a fait avec son collègue. C'est la commission ontarienne qui a défendu madame. Elle a déposé une plainte. Vous voyez, elle a suivi le processus. Simpson Sears, en enquête, était tellement rigide que la Commission des droits de la personne d'Ontario a dit « Madame, nous allons au tribunal des droits de la personne d'Ontario. » Ils sont allés au tribunal, ils ont gagné. Le tribunal a dit que selon notre interprétation de la Charte canadienne, le droit à l'égalité, la liberté de religion, il me semble, la madame, elle était congédiée, hein? Madame O'Malley était pénalisée à cause de sa religion. C'est pas les valeurs canadiennes, il me semble. Simpson Sears a amené la cause en appel. Et pour une technicalité, ils ont gagné. Par technicalité. La commission ontarienne l'avait amené en Cour suprême. Et ça s'arrête là. C'est l'instance suprême. C'est la Cour suprême. Et là, après toute une discussion, c'est très intéressant de lire la décision parce que vous voyez le raisonnement des juges. Il y a 9 juges fondés sur la Charte canadienne, sur les valeurs canadiennes et tout ça. Ils ont dit, ils ont commencé à parler de cette notion d'accommodement raisonnable. Nous vivons dans une société multiculturelle, multiethnique, où il n'y a pas de religion officielle. Nous ne pouvons pas imposer une religion sur personne. Alors, l'exercice au tout début, quand tout le monde saluait tout le monde par différentes façons. Ils ont déterminé que madame elle-même avait fait des accommodements pour pas nuire à la compagnie, pour pas causer de contraintes excessives. Pourtant, la compagnie était rigide. La Cour suprême a dit que dans ce cas-là, c'est une question de liberté religieuse, c'est une question et d'accommodement raisonnable, et que c'est l'obligation de l'employeur à faire cet accommodement raisonnable pour faciliter son droit à l'égalité
Et ce cas-là est utilisé maintenant pour plusieurs autres cas. C'est une autre chose si vous dites, moi je fête le Ramadan et pendant ce mois-là, je ne parle pas à personne, je ne parle à aucun non-musulman. Je me barre dans mon bureau. J'insiste que personne, si moi je mange pas, j'insiste que personne mange. Parce que c'est ma fête, c'est le Ramadan. Ça, c'est des contraintes excessives et ça ne doit pas être accepté. Mais c'est pas ça que vous demandez. Vous demandez de partir un peu plus tôt. Et vous êtes prêt à compenser ces heures. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Ah, si c'est ça le problème, si c'est un hôpital, vous voyez, où il y a ça peut causer des problèmes. Mais même à ça, quand les infirmières sont enceintes, quelqu'un qui travaille en radiologie, qui est enceinte, elle travaille, je sais pas, il n'y a pas question qu'elle travaille là. On fait l'accommodement sans, quelqu'un est malade. On compense les heures, on trouve un accommodement. Quelqu'un qui est, en tout cas pour toute autre chose, on trouve des accommodements, pourquoi pas pour la religion. Quand je vous expliquais que chaque personne a des droits, on a des responsabilités aussi. Ils vont ensemble. Droit, responsabilité. Si je suis si je suis musulmane, et je suis musulmane, j'observe le Ramadan, je dois le dire. J'ai la responsabilité d'expliquer mes besoins. J'ai aussi la responsabilité de respecter les croyances des autres. Alors, si vous ne fêtez pas le Ramadan, c'est votre liberté religieuse aussi. S'il y a d'autres musulmans qui ne fêtent pas le Ramadan, c'est pas à moi à dire hey, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas bon musulman. Chaque personne a le droit de pratiquer sa religion et chaque personne a le droit de pratiquer sa religion de sa façon. Il n'y a pas une façon. Alors, si tout ça est respecté, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous allez rencontrer des gens au travail qui ne travaillent pas le samedi, des gens qui ne travaillent pas certaines fêtes, des gens qui fêtent Noël, mais 2 semaines après, tout le monde. Les orthodoxes. C'est quoi le problème? Et si on se dit société multiculturelle, il faut le respecter. C'est ce que ça veut dire. Il faut le respecter. Alors, droit, responsabilité vont ensemble. Et il y a même des limites à nos droits. Alors, ça se peut que, dans certains cas, pas tous les droits religieux peuvent être acceptés et nous devons faire des ajustements, des accommodements. Peut-être prier 5 fois et pas possible au travail. Ça va être une fois le matin à la maison, pendant la pause le matin, pendant le lunch à midi, pendant la pause en après-midi et à la maison le soir. Mais insister 5 fois au travail, c'est pas nécessaire. En tout cas, des fois, on exagère aussi, c'est pas nécessaire. L'idée, c'est de trouver une façon de vivre ensemble. Trouver une façon de... C'est ça le défi. La question donc de madame, c'est de savoir c'est quoi le délai avant de déposer une plainte à la commission des droits de la personne. Est-ce qu'il faut attendre 15 jours, 10 jours? Sinon, est-ce que les recevables, c'est quoi? C'est pas ça ce que je voulais dire, parce que moi, ça fait longtemps, mais je sais que c'est j'attends. Et je voulais savoir, parce que j'avais demandé, on m'a dit qu'il y avait un délai, par exemple, entre le jour où vous êtes senti que vous avez été victime et
on va poser plainte, déposer plainte. Oui, c'est ça ce que je veux dire. C'est un an, un mois, 2 mois. Oui, c'est ça ce que je veux dire. C'est le délai qui sépare donc le dépôt de la plainte par rapport à l'incident où la personne se sent qu'elle a été victime de discrimination. Mettons que vous passez une entrevue comme Ali vient de faire et vous détectez qu'il y a trop de questions sur mon nom, l'expérience canadienne, toutes sortes de questions. Elle n'a presque pas posé de questions sur le travail même, sur mon expérience, mes compétences, mais toute autre chose. Je crois que j'ai été victime de discrimination et j'espère que c'est pas comme ça qu'elle traite d'autres personnes. Alors, il faut pas attendre. C'est un an. Et même attendre 1 an, est-ce que Ali va se rappeler du nom de la madame avec qui a fait l'entrevue? En tout cas, vous perdez des détails. On doit faire enquête. Alors, l'enquête, on cherche les faits, on cherche les noms, on cherche les pratiques. On veut savoir si la compagnie a une politique. Par exemple, un programme d'accès à l'égalité. Cette compagnie, mettons, reçoit des subventions du gouvernement. Il doit implanter un programme d'accès à l'égalité. J'ai un autre document pour vous, justement là-dessus. Si vous cherchez un emploi et vous voyez l'annonce qui demande, êtes-vous un membre d'une minorité visible? Êtes-vous femme? Êtes-vous personne handicapée? Choquez-vous pas. C'est bon. Allez chercher allez là, parce que ça veut dire que c'est une entreprise ou un milieu qui doit implanter un programme d'accès à l'égalité. Je pense que j'ai pas assez de copies pour tout le monde. Mais c'est des compagnies. D'abord, toutes les instances du gouvernement, provinciales et municipales, doivent implanter ce programme. Toutes les entreprises qui reçoivent des subventions du gouvernement doivent implanter ce programme. Et le pire contrevenant de ce programme-là est le gouvernement du Québec, qui, il y a une loi qui oblige ces institutions à implanter ces programmes d'accès à l'égalité. 1 an après, comme j'explique dans le texte, il y a eu le nombre de minorités visibles qui travaillent au gouvernement du Québec est maintenant 2%. 2%. C'est pitoyable. Après 1 an de l'implantation de soi-disant implantation de ce programme-là, le taux a monté à 2,2%. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était l'été et ils ont embauché des étudiants. Et ça veut dire qu'après l'été, ça a redescendu à 2%. Alors, le programme n'est pas respecté. C'est un problème. C'est un problème. Alors, la discrimination est sournoise. Il y a du racisme, mais il est sournois. On ne le sent pas. C'est la d'embauche. Elle a dit tout à l'heure, c'est systémique. C'est systémique parce qu'on vous demande d'expérience canadienne comme si c'est normal, et je suis certaine que plusieurs d'entre vous sont toujours pas d'accord avec moi que c'est une question tout à fait acceptable. Dans ce domaine-là, je crois que non. Non, c'est pas une question acceptable. Vous avez peut-être acheté un peu, vous avez peut-être intériorisé un peu la discrimination. Oui, peut-être je suis pas assez valable que d'autres personnes parce que quand même, avez-vous l'expertise ou non? Avez-vous les qualifications ou non? C'est ça la question. C'est pas votre. Comment le savoir alors, si on a l'expertise ou pas? Si on n'a pas l'occasion de vous essayer. Voilà. Ça, justement. Voilà. Parce que vous avez l'expérience canadienne, mais comment le savoir? Donnez-moi au moins une chance Non, mais elle parle, voilà. Elle parle, toi, ton auto-évaluation par rapport au savoir que tu maîtrises.
quand tu sors de l'université algérienne, ingénieur en génie civil, est-ce que tu es un ingénieur en génie civil ou pas? C'est ça l'essentiel. Est-ce que toi, tu es convaincu que tu es un ingénieur, tu es un architecte, tu es un médecin? Avec toi-même, est-ce que tu sais que tu es un médecin ou non? C'est sûr. Bah, ouais, donc on n'a pas demandé à quelqu'un, donnez-moi la chance de vérifier si je suis médecin ou pas. Non, mais le problème qu'on rencontre ici, c'est ça. Quand vous allez, par exemple, Ouais, demander une vous embauche, avez pris le train en marche parce qu'elle ça, essayait oui. de dire, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à intérioriser maintenant la discrimination. Et nous aussi, on commence à dire, oui, les Canadiens, ils ont raison de nous demander l'expérience canadienne. Voilà. c'est tout à fait, mais c'est ça. Tout ça pour dire, bon, on a commencé ce soir. Je vous ai distribué des petits papiers. Vous avez salué tout le monde en utilisant peut-être un langage qui était différent, une communication qui était un peu différente, simplement pour vous mettre dans une position de différence, d'acceptation de la différence. Ou bien on peut être intolérant et refuser et rejeter la différence, ou bien on peut l'accepter, la connaître, être tolérant. Ensuite, on a regardé la Charte des droits et libertés de la personne. C'est votre outil, vous devez l'utiliser. Vous devez toujours vous référer à la Charte. Quand vous voyez vous détectez des préjugés ou de la discrimination, que ce soit dans les entrevues, à l'embauche, dans les critères d'embauche, au travail, à l'école, que ce soit une discrimination directe, c'est-à-dire quelque chose que la personne vous dit, une insulte, une injure directe, une affiche, ou que ce soit la discrimination, ce qu'on appelle la discrimination indirecte, par une règle, une politique, une pratique qui semble innocente. Avez-vous d'expérience canadienne? Il me semble qu'elle doit me poser ça. Mais le résultat est d'exclure préférence, exclusion ou distinction. Le résultat est d'exclure la personne. Le résultat est discriminatoire. Il faut l'identifier et il faut agir. Et la troisième chose qu'on a fait, c'est on a expérimenté, on a fait une simulation pour voir qu'est-ce que ça a l'air, la discrimination. C'est bien de parler en théorie, mais en pratique, souvent, ça se passe comme ça. Et finalement, on a parlé de vos recours. Déposer des plaintes à la Commission des droits, et ça veut dire lutter contre l'intériorisation des préjugés. Oui, peut-être je viens d'arriver, peut-être je suis... oui, peut-être mon français, c'est français, point final. Vous avez les qualifications, point final. Vous avez l'expérience, point final. Et si possible que l'organisme, que le centre ici joue un rôle aussi à encourager les membres à utiliser les recours. Et pas seulement de parler de comment ça va mal, mais d'utiliser, d'exercer vos droits. Maintenant, vous les connaissez. Vous avez ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas l'excuse, on ne savait pas. C'était peut-être comme ça avant. Ben, je savais même pas. Je savais pas qu'il y avait une loi. Je savais pas qu'il y avait des programmes d'accès à l'égalité. Je connaissais pas le numéro de téléphone. Je connaissais pas la personne. Vous me connaissez maintenant. Vous avez les numéros de téléphone dans les documents, dans la charte, dans les documents que... À travers la radio, le numéro de téléphone ici à Montréal, c'est le 514-873-5146, donc 514-873-5146, ou bien alors vous pourrez aussi les appeler dans un numéro 1-800-361-64-77, 361-64-77, c'est un numéro, donc 1-800. Si vous êtes à Sherbrooke, c'est 819-820-3855, donc 819-820-3855. Et si vous êtes
ici à la rive sud de Montréal, à Longueuil. 450-448-3739. 450-448-3739 pour Longueuil. Voilà, le dernier mot pour Shirley qui va bien sûr continuer. Merci pour être un groupe si attentif et je vous souhaite beaucoup de chance et espérons qu'on va se voir dans l'avenir proche pour des bonnes occasions. Merci. Alors, je vous rappelle que c'est Madame Shirley Salnal, et donc, comme je l'ai dit, agente d'éducation à la Commission des droits de la personne, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation et ex-directrice de l'éducation à la Fondation canadienne des droits de la personne. Qu'on remercie chaleureusement et énormément d'être venu aujourd'hui pour nous expliquer tout cela. Et vous venez bien sûr de